Michael, Bonjour. comment allez-vous? Très bien. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre qui vient de paraître chez Bayard Récits, Géopolitique d'un conclave. C'est vraiment un récit pas banal que vous nous offrez, absolument passionnant, parce que vous offrez votre regard de journaliste chevronné, mais en même temps, vous êtes un apprenti vaticaniste. Alors expliquez-nous pourquoi ce livre et surtout comment vous avez débuté à Rome et finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, alors le livre qui raconte donc tout ce qui s'est passé entre la mort du pape François et l'élection de Léon XIV 18 jours plus tard, c'est une sorte de rapport d'étonnement, puisqu'à ce moment-là, moi je suis au Vatican depuis 8 mois. Mon italien est d'un niveau moyen, mon travail de source sur place est encore à parfaire. Voilà, j'ai encore des lacunes, enfin en tout cas je suis en apprentissage, mais du coup ça me donne aussi un regard étonné sur ce moment, qui est un moment que j'ai trouvé extrêmement interpellant parce que d'un seul coup le pape disparaît. Et ce qui disparaît avec lui, c'est aussi l'omniprésence de sa parole. Un pape, ça parle tout le temps, c'est très encombrant pour essayer de comprendre l'Église et le Vatican, parce que, en fait, quand on est journaliste au Vatican, on passe notre vie à le lire déjà, ce qui prend un temps colossal, et puis à essayer de comprendre ce qu'il raconte. Et là, d'un seul coup, le pape ne parle plus, puisqu'il est mort, et puisque le prochain n'est pas encore là. Et du coup, on peut poser son regard sur d'autres choses, et des choses qui étaient là devant nos yeux, mais qui étaient un petit peu laissées dans l'ombre. Alors vous dites que le pape, de façon générale, est un pape que l'on écoute beaucoup en Italie, vous êtes à Rome, mais ce que nous découvrons en vous lisant, c'est l'omniprésence, effectivement, et l'importance de la parole du pape. Vous me disiez tout à l'heure que finalement tous les Italiens et les Romains savent quand le pape est à Rome ou n'est pas à Rome, qu'ils l'attendent quand il se fait attendre. Est-ce que c'est une dimension qui, justement, a éclairé finalement votre analyse au fur et à mesure de ces mois qui ont passé? Et quelle est cette particularité toute italienne et de ce rapport charnel que nous connaissons finalement pas du tout en France? En fait, le Saint-Siège, c'est vraiment une réalité extrêmement particulière. Je raconte dans le livre que je ne crois pas exactement à la théorie de la boîte noire. Je crois que c'est simplement plusieurs réalités. Alors d'abord, c'est une réalité eh bien, politique. Donc c'est une administration avec évidemment des secrets d'État euh, et tout ce que ça implique. Mais aussi, du coup, c'est la première chose qui m'a marqué, je crois, en arrivant à Rome, c'est quelque chose d'assez touchant dans le souci que cette institution a de sa souveraineté. Parce que le contexte italien, je vais y revenir sur cette dimension charnelle, mais le contexte italien, il a quand même été assez compliqué. Au moment notamment de l'unification italienne, au moment où le Saint-Siège a perdu l'essentiel de son pouvoir temporel, de ses terres. Et du coup, on est sur un tout petit territoire d'1 km², où il faut tenter d'avoir une banque, tenter d'avoir une police, tenter quand même d'avoir un système judiciaire qui tienne à peu près la route, etc. Tenter d'avoir une indépendance énergétique. Et donc il y a souvent comme ça au Vatican déjà cette espèce de réalité à la fois microscopique et en même temps importante, puisque sans cette souveraineté, eh bien, le pape ne pourrait pas assurer sa mission. Et ensuite il y a une dimension italienne évidemment, donc déjà par la langue, et puis aussi par le rapport que les Italiens ont à la papauté. Alors au moment d'un conclave, c'est assez impressionnant, puisqu'on a cette place Saint-Pierre eh bien, qui vit un petit peu au gré de l'attente, en tout cas dans les derniers jours. Moi, ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est aussi essayer d'aller encore plus en profondeur que ça, que les premières choses que j'avais vues, c'est-à-dire de se dire, mais en fait, ça sert à quoi le Saint-Siège, ça sert à quoi l'Église, à quoi ça sert un pape pas par goût pour poser des questions, enfin, je ne suis pas antipapiste hein, du tout, mais simplement, c'est quoi le sens d'un pape aujourd'hui, voilà. Et je trouve que c'était vraiment une question qui, c'était plus facile d'affronter cette question
quand le pape était mort et avant que Léon XIV arrive, puisque avant que François meure, en fait, on s'intéressait d'abord à François, et puis après, maintenant, on s'intéresse à Léon, et qui est Léon, et qu'est-ce qu'il va faire, quel est son style, et par rapport à François. Voilà, à ce moment-là, non. On se posait d'autres questions, peut-être plus fondamentales, à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qui se joue, et comment ça se fabrique un pape, déjà. C'est finalement ça, ce récit. Alors c'est drôle parce que vous parlez de gouvernement, vous parlez d'institutions politiques, mais vous ne parlez pas de spirituel. Alors est-ce que c'est cette dimension-là qui finalement vous a moins touché que c'est peut-être plus touché, puisque finalement c'est aussi le cœur de votre livre, hein. En sous-titre, vous parlez de la fabrication du pouvoir, si je ne me trompe, et c'est ça qui vous a intéressé. Mais la dimension spirituelle, où est-elle dans ce livre? Alors, la dimension spirituelle, elle est déjà dans les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec différents cardinaux. Alors, elle est là en filigrane, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile de parler de spiritualité, surtout quand on est en train de couvrir un événement comme ça. Si je suis honnête, les raisons premières pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire ce livre, ou plutôt besoin d'écrire ce livre, c'est pas pour des questions de spiritualité, c'est pour des questions politiques. C'est que par exemple, à la fin parce que j'aurais très bien pu simplement couvrir ce conclave pour la Croix, arriver à la fin en me disant voilà, j'ai fait mon travail, pas besoin d'y revenir, en tout cas avec un livre, maintenant écrivons sur Léon XIV. Mais il y a des images qui m'étaient restées en tête. Par exemple, Zelensky et Trump dans la basilique Saint-Pierre le jour des funérailles. Je prends cet exemple parce qu'on est dans un mélange entre politique et religion. On est dans une image de propagande puisqu'elle est diffusée par le chef de cabinet de Zelensky à ce moment-là. C'est une manière de mettre en scène la réconciliation entre les deux hommes qui s'étaient disputés dans le bureau ovale quelques semaines auparavant. Et en fait, dans la composition de cette image, dans le symbole, j'avais vraiment envie sincèrement de comprendre pourquoi est-ce que l'Église catholique en 2025, elle offre encore une imagerie, une sorte de réserve symbolique qui en fait semble parler au monde du fait de par l'attention médiatique sur le conclave, mais aussi il y a un diplomate qui nous confiait, ce sont des funérailles, mais ce sont des funérailles de travail. Parce que d'un point de vue diplomatique, il y a tout le monde. Je veux dire, il y a un moment donné, il manquait que Xi Jinping et Vladimir Poutine qui étaient visés par un mandat international. Alors après, ce livre m'a aussi permis de poser mon regard sur des choses que, par exemple, après les funérailles, il y a ce qu'on appelle les novendiales, qui sont 9 jours. Chaque jour, il y a une messe et qui est dite pour le défunt. Voilà, donc ça c'est. Je fais beaucoup d'allers-retours historiques aussi dans le livre parce que je trouve qu'il y a une vraie densité historique évidemment au Vatican. C'est vraiment un lieu commun de le dire, mais en l'occurrence, lors de ces novendiales, on était juste après Pâques. Et pour un pape, mourir au lendemain de Pâques, c'est pas tout à fait anodin. Et en fait, en relisant toutes les homélies qui avaient été prononcées à ce moment-là, je me suis rendu compte, par exemple, de l'omniprésence de la lumière, la métaphore de la lumière. Et ça m'a amusé parce que je me suis dit, en fait, dans le monde catholique, c'est devenu un peu une métaphore par défaut. Vous savez, c'est le petit lumignon, le petit cierge qu'on met d'Adobe Stock, qu'on met sur les feuilles de messe ou quand on fait un baptême. Donc en fait, c'est tellement présent qu'on ne le voit plus. Alors qu'en fait, dès l'Antiquité, on retrouve, et même dans des traditions païennes qui préexistent au christianisme, on trouve déjà ces métaphores de la lumière, il n'y a rien qui dit mieux l'espérance, etc. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que on était sur un changement de pape en plein jubilé de l'espérance. Et du coup, ça m'a amené aussi, dans ce livre, je propose une relecture de certains textes de François qu'on a beaucoup accusé de ne pas parler de Dieu. C'était l'attaque préférée des conservateurs, on va dire, à l'endroit de François, qu'il était devenu le patron d'une sorte d'ONG où tout était laïcisé, etc. Alors c'est vrai qu'il pouvait y avoir parfois une manière de dire les choses sans parler directement de théologie. Bon, par contre, c'est faux de dire qu'il ne parlait pas de Dieu, qu'il n'avait pas une théologie, et notamment les textes qu'il avait proposés au moment du lancement du jubilé. Puisqu'il en a quand même lancé quelques-uns. Avant le jubilé de l'espérance, il y a eu celui de la miséricorde. C'était des mots qui étaient importants pour lui. Ça, je trouve que ça proposait quand même une lecture assez spirituelle. Et je terminerai par là parce que, en fait,
l'une des idées de ce livre, c'est que parler d'un conclave, c'est parler de l'Église, et parler de l'Église dans un moment comme ça, c'est parler du monde. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué pendant ces 18 jours, c'est que au fur et à mesure de l'écriture, j'avais peut-être moins l'impression d'écrire sur le passage entre deux papes, mais peut-être la bascule entre deux époques. Oui, puis peut-être aussi la conscience aussi, parce que vous incitez sur le fait que ce qui vous a frappé, c'est justement ce moment politique qu'a représenté la mort du pape François avec ses funérailles, et notamment vous évoquiez la rencontre entre Trump et Zelensky, qui effectivement est une image qui a fait le tour du monde entier. Mais en même temps, juste avant, vous avez été aussi rattrapé par l'événement, l'émotion, c'est-à-dire de cette femme que vous avez rencontrée sur la Via della Conciliazione et qui était en pleurs quand vous êtes allé à Saint-Pierre juste après avoir appris la mort du pape François, ou encore ce très beau moment où la nuit vous êtes allé à Saint-Pierre pour voir la dépouille du pape François dans Saint-Pierre complètement déserté, avec cet Italien qui a traversé l'Italie entière toute la journée dépouille pour aller voir. Là, c'est une autre église. Vous parliez de l'église, mais c'est aussi l'église là que vous avez vue. Oui, alors en plus j'ai appris il n'y a pas longtemps par exemple que la veillée donc en fait le Vatican à un moment donné a ouvert Saint-Pierre pour l'exposition du corps du pape, voilà, et ils l'ont ouvert également la nuit. Et ils avaient fait une communication très vaticane, c'est-à-dire assez elliptique. Et à ce moment-là, je suis un jeune papa, et du coup j'avais ma fille qui m'a réveillé la nuit, et grâce à ça j'ai pu voir que tout simplement Saint-Pierre était bien ouvert. Et donc nous y sommes allés avec ma fille, ce qui est... Alors, un enfant en bas âge, c'est un passe-droit extraordinaire, donc vous avez eu de la chance ce soir-là. Voilà, tous les gendarmes évidemment me laissaient rentrer, et puis c'est vrai qu'on s'est retrouvés, les gardes suisses m'ont laissé approcher du corps du pape, j'étais vraiment comme si c'était le corps d'un proche parent en fait, il était vraiment là. Ce qui est très intéressant parce que en fait c'est très ancien dans l'histoire, l'idée de ne pas masquer la mort lorsqu'un pape meurt. Alors déjà, c'est déjà d'un point de vue, je dirais, presque légiste, c'est pour prouver aux gens qu'il est bien mort. Donc là, c'est plus intéressant dans les périodes où il peut y avoir des antipapes, où il peut y avoir des luttes de pouvoir extrêmement importantes autour de la papauté. Mais aussi, c'est une manière de dire que même les papes meurent. Parce que le discours de l'Église, s'il n'y a pas de mort, enfin, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Donc la mort, c'est important. Enfin, là, on était juste après Pâques. Voilà, Pâques, ça se fait toujours dans une... Et d'ailleurs, c'est très intéressant comment l'Église fabrique un pape. C'est pas... En fait, il n'y a pas d'un côté le politique et le spirituel. Quand l'Église fabrique un pape, d'abord, elle prend le temps d'enterrer le précédent au terme de funérailles dans lesquelles les choses ont un sens. Il y a tout un chapitre que je consacre au rapport à la mort. Parce que en 2025, le fait d'avoir des foules aussi importantes qui vont voir le corps du pape, c'est quand même assez étonnant. Moi, je fais un peu le parallèle avec l'Antiquité, parce que c'est vraiment le christianisme qui a amené la mort au cœur des villes. On a commencé à enterrer les morts vraiment, oui, au cœur de la cité. Dans l'Antiquité, ils étaient enterrés au bord des routes. À Rome, il suffit de prendre les différentes vias, la Via Appia, etc., pour le voir, avec parfois des épitaphes sur les tombes qui s'adressent directement aux vivants, etc. Et aujourd'hui, on retrouve un peu quelque chose de ce rapport antique, pré-chrétien à la mort, où on relègue la mort un peu plus loin, on l'éloigne. En tout cas, on la rend moins visible. Enfin, je veux dire, l'exposition du corps, moi je suis breton d'origine, donc on le voit encore, ça arrive encore, mais je pense que tout le monde ne participe pas nécessairement à des expositions du corps, ça se fait plus tout à fait partout. Donc je trouvais ça assez intéressant anthropologiquement de se dire, bah voilà, ça fonctionne. Pour moi, par exemple, l'Église, dans ce temps politique, dans sa manière de faire mourir un pape, elle tient un discours sur la mort, qui est aussi un discours spirituel. Alors le temps du conclave, parce que votre livre s'articule en vraiment 3 grands moments, et là, dans le temps du conclave, comment vous avez vécu, surtout là vous racontez de façon à la fois très humoristique, mais enfin, on lit ça et on rit parce que on sent que vous avez vraiment besoin un peu de maîtriser ce qui va se passer, parce que c'est quand même un peu la grande inconnue. Donc vous essayez d'essayer de comprendre, éventuellement de comprendre quelle est l'attente du conclave, quelle est l'attente des cardinaux électeurs, et de savoir un peu quelle église va se dessiner avec cette élection. Donc vous avez
vous avez pris un tableau Excel et puis vous avez pris chacun des candidats possibles avec des critères que... Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous a donné cette envie ou cette idée? Est-ce que c'est une pratique que tout vaticaniste fait? J'imagine qu'il y a toujours une envie de savoir. En fait, ça part d'une pratique de vaticanisme. Alors déjà, vaticaniste, c'est un mot que j'ai toujours trouvé lourd à porter. Parce que ça veut à la fois dire journaliste spécialisé sur le Vatican, ce que j'assume totalement, mais ça veut aussi dire journaliste spécialiste du Vatican, ce que j'assume déjà beaucoup moins. Mais vous êtes très transparent, on le sait très bien dans le livre. On sent que vous avez quand même le poids de l'histoire qui vous tombe sur les épaules quand chez vous voyez votre... Mais c'est aussi une résistance à l'idée de devenir un spécialiste du sujet sur lequel je travaille. Je crois que ce n'est pas l'objet du journaliste en fait. Évidemment, c'est important que le journaliste lise, soit en contact avec ce qui s'écrit, etc. Mais je me méfie d'un journaliste, du journalisme, quel que soit son objet d'ailleurs, quand il prétend déterminer son herméneutique de manière autonome. Voilà. Je me méfie des mots des journalistes. Et c'est donc finalement le fait de me présenter aussi comme apprenant, c'est aussi un fil narratif parce que c'est plus intéressant de vous raconter dans ce livre parfois ce que je rate ou en tout cas ce que je ne comprends pas très bien, ce que je cherche à comprendre et comment j'y arrive. C'est aussi une forme de transparence ou en tout cas de traçabilité de l'information que j'essaye de délivrer à la fin, plutôt que de faire croire que je suis totalement omniscient, etc. Surtout que les sources au Vatican, il faut s'en méfier, puisque je raconte du coup sur ce tableur Excel. En fait, à force de recevoir des mails et des textos d'amis vaticanistes qui me demandaient ma liste de papabilés, c'est-à-dire les cardinaux qui avaient de grandes chances d'être papes. Quand on fait une liste de papabilés, on peut mettre qui on veut dedans. L'important, c'est juste qu'il y ait le futur pape dans la liste des 5, 6, 7. Donc c'est stressant parce que voilà, c'est stressant, vous imaginez bien pourquoi. Donc moi j'ai fait un tableur Excel pour ranger tous les cardinaux en essayant de mettre des malus, en essayant d'imaginer ceux qui avaient le moins de chances de devenir pape sur la base de critères objectifs. Donc l'âge, depuis la Révolution française, j'avais regardé l'âge moyen de tous les papes au moment de leur élection, depuis combien de temps ils étaient cardinaux, donc voilà, ceux trop jeunes, ceux qui avaient des problèmes de santé, la maîtrise de l'italien. J'avais mis des bonus à ceux qui étaient polyglottes. D'ailleurs, pour Robert Francis Prévost, je me suis trompé dans le nombre de langues. Du coup, il n'a pas eu le bon bonus. Bref, il y a un moment donné où je voulais construire une catégorie momentum. En me disant, en fait, le collège qui va se réunir, il va avoir une lecture du moment. Il va dire, voilà, notre lecture du monde. Donc ça peut être politique, international, économique, enfin voilà. Et voilà la bonne personne pour aujourd'hui et pour les 25 années à venir. Et j'avais quand même en tête qu'on est sur une institution qui est capable d'élire un Polonais en pleine guerre froide. Donc elle est quand même capable alors on dit de Léon qu'il n'a pas été élu uniquement parce qu'il est américain, je pense qu'on disait ça de Jean-Paul II aussi, c'est très certainement vrai, mais l'une des idées que je tiens dans ce livre, c'est quand même que élire un États-Unien en 2025, au moment où Trump recompose l'ordre international et le brutalise, c'est pas anodin. Je ne pense pas que que le collège ait voulu élire un pape anti-Trump, mais je pense qu'il a voulu élire un pape qui connaisse de l'intérieur la puissance la plus structurante du moment. Et donc là, on est avant je suis dans mon tableur Excel, on est avant la mort de François, pardon. Et j'appelle un copain qui s'appelle Pierre Sautreuil, qui est journaliste au journal La Croix, qui est un spécialiste de l'Ukraine, de l'international, et puis on discute, et je lui dis, mais le collège, vis-à-vis de Trump, pour envoyer un message, qui est-ce qu'il pourrait élire? Moi, j'étais plutôt sur un cardinal mexicain ou canadien. Et là, il me dit, non, la seule chose qui embêterait Trump, ce serait un Américain. Parce que comme Trump fonctionne à l'ego, ça deviendrait l'autre Américain le plus connu au monde. Et alors, c'est pour ça que je racontais tout à l'heure que je ne crois pas beaucoup au côté... Enfin, le travail de source, il est important au Vatican, mais parfois, il y a des sources qui font aussi du commentaire, et puis après, ça fait des accumulations de commentaires. En l'occurrence, là, je rencontre une excellente source, au sens où quelqu'un d'assez haut placé, en fait. Et je lui soumets l'idée enthousiaste de mon camarade, et il me dit, non, mais la source vaticane me dit, non, mais jamais les cardinaux ne voteront pour un pape américain. Et du coup, je me dis, bon, finalement, Pierre Sautreuil, qu'est-ce qu'il y connaît au Vatican? Rien du tout. Ma source, elle est quand même excellente, c'est l'une de mes meilleures. Et donc, je supprime cette colonne, en sachant que quand j'avais créé cette colonne, du coup, dans laquelle il y avait un bonus pour tous les Américains du collège, eh bien, Robert Francis Prévost était arrivé tout en haut du tableur Excel.
Et donc là, il est revenu à la 16e place, qui était sa place. Voilà. Mais pour terminer sur une note moins humoristique, ce tableur Excel, c'était aussi une manière de me familiariser avec un collège nombreux, extrêmement international et internationalisé par François, et internationalisé de manière très intéressante, parce qu'on est, et là on va revenir à un peu de spiritualité 2 minutes, parce que François n'a pas internationalisé, c'est-à-dire qu'il a nommé des cardinaux en Birmanie, dans des endroits dans lesquels il n'y en avait jamais eu. Mais il ne l'a pas fait pour équilibrer les choses en fonction du nombre de catholiques. Il a aussi nommé des cardinaux venus d'endroits dans lesquels il y avait très peu de catholiques. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pas une... Alors, il y a une part de rééquilibrage, dans le sens où aujourd'hui, les centres de pouvoir sont beaucoup plus diffus qu'il y a un siècle. Mais c'est aussi une lecture spirituelle, issue de Vatican II, de Lumen Gentium, qui consiste à dire qu'en fait, une communauté, aussi petite soit-elle, même une communauté de 9000 catholiques en Algérie, elle a un sens. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que ce qu'elle est, pas forcément, elle a pas son sens, c'est pas d'essayer de se multiplier par 20. En tant que ce qu'elle est, petite communauté, elle est une manière de Dieu de s'adresser au monde et à l'humanité. C'est ça, Vatican II. Elle est un des cœurs de l'Église. Voilà. Et donc il y a une ecclésiologie derrière, et donc une théologie. Et ça, c'est important. Et alors, donc voilà, le tableur Excel était aussi chercher à me familiariser, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'on était sur un collège de cardinaux extrêmement international, mais aussi, je pense que jamais de l'histoire, il y avait eu un collège comme ça de cardinaux aussi peu romains. Les cardinaux qui sont arrivés à Rome ne connaissaient pas Rome. Il y avait des cardinaux qui, quand on les rencontrait, les journalistes ils nous posaient des questions, de comment ça fonctionne, etc., etc. C'était saisissant dans les premiers jours. D'où la dimension aussi très géopolitique, c'est-à-dire que dans cette découverte aussi de ce collège, ça vous a encore plus renforcé dans cette intuition que tout est géopolitique finalement dans cette élection. Déjà parce que de toute façon, l'idée que l'Église et le catholicisme, ça pourrait être quelque chose d'étanche, enfin qu'il y aurait d'un côté la foi et de l'autre côté le politique, par exemple, c'est vraiment une idée d'occidental vivant dans un système politique libéral où tout va bien, en gros. Mais quand on est évêque en RDC, ou quand on est évêque au Cameroun, au nord du Cameroun, à Bamenda, où Léon XIV est allé voir les gens, où c'est la guerre, en fait, bon, la réalité des catholiques, bah, c'est la guerre, donc c'est la géopolitique. Quand on est dans un coin dans lequel l'extractivisme de ressources provoque des crises sociales à n'en plus finir, c'est ça le sujet. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas rendre le catholicisme étanche de ça, c'est en fait une artificialisation plus qu'une concentration sur la foi. Et en fait, en disant ça, ce n'est pas un point de vue. C'est ce qu'expriment les cardinaux rencontrés à Rome quand on leur demande, vous, quand vous élisez un pape, la première chose à laquelle vous pensez, c'est quoi? Et c'est pas, Par exemple, il y a un cardinal italien qui m'avait marqué, je lui dis, mais je lui pose cette question. Elle n'est peut-être pas brillante, mais en tout cas, elle a le mérite d'être simple et claire. La première chose, le premier critère pour vous, pour choisir un futur pape, c'est quoi? Et il m'avait dit, pour moi, le phénomène majeur d'aujourd'hui, c'est l'urbanisation. Dans le monde entier, en fait, les gens deviennent des urbains. Et pour moi, il faut que le futur pape soit quelqu'un qui sache parler aux villes. Parce qu'on se retrouve, il avait pris l'exemple parce qu'on se retrouve dans l'évangile avec énormément de métaphores pastorales, avec des bergers, des brebis, des choses comme ça. Bon, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le traduise pour des gens pour qui un berger, une brebis, ça reste un peu flou. Voilà, c'était une réponse. Le moment du conclave, qui a été finalement très court, est-ce que ça a été pour vous, pour tous ceux qui vous entouraient, ça a été particulièrement court, hein, c'était quoi, 24 heures à peu près, 24 heures. Là encore, racontons-nous ce moment qui a été quand même un moment très impressionnant et très émouvant pour tous ceux qui ont suivi ça en direct. Mais Robert Prévost, élu, c'est déjà une personnalité quand il arrive au balcon. Alors, déjà, il y avait un grand stress à titre personnel. Le stress, c'était de ne pas avoir parce qu'on était plusieurs quand même à réfléchir à qui avait de bonnes chances d'être pape.
Et on avait préparé des portraits, et l'idée c'était de le mettre en ligne et de pouvoir le mettre dans le journal le plus vite possible. Et donc on avait, un confrère avait écrit le portrait de Robert Francis Prévost, donc il y avait déjà un immense soulagement professionnel au moment où on l'a vu arriver. Dans le livre, je raconte beaucoup où je suis, ce que je vois, comment je ressens les choses, etc. Parce que, pas pour parler de ma vie, mais parce que je crois que Oui. ça fait partie de cette expérience sensible, fait partie de l'information que j'avais envie de donner et le livre s'y prêtait. Mais au moment du conclave en lui-même, j'ai choisi autre chose. Et notamment l'arrivée au balcon, j'ai choisi de la raconter du point de vue de Léon. C'est Léon qui passe les deux pans du rideau et qui vient voir cette place qui m'a marqué parce que le bruit sur la place Saint-Pierre m'a marqué. Je crois que je décris ça en disant simplement, c'est comme s'il y avait plusieurs places Saint-Pierre dans la place Saint-Pierre. Le bruit était vraiment très impressionnant. C'était aussi une manière de dire que ce livre, c'est ni un livre sur François, ni un livre sur Léon, ni sur leurs différences, parce que je pense qu'il est trop tôt pour lire les excellents livres qu'on aura sans doute plus tard à lire sur François. Et pour Léon, les premiers livres qu'on lit, c'est plutôt des livres qui nous viennent du Pérou. C'est pas tellement des livres de Rome qu'on a envie de lire sur Léon tout de suite, me semble-t-il. Mais bon, j'ai essayé quand même d'épuiser un peu ce qui m'a marqué en fait dans l'arrivée de Léon au balcon, c'est que tout de suite, tout était déjà signe et tout pouvait prendre déjà différents sens. La première chose, c'est déjà le pape qui change de couleur. On passe du blanc, choisi par François, un élément de rupture visuelle, le blanc qui renvoie à l'ascèse moderne, et on revient au rouge, à la mosette, à l'étole rouge, qui était celle des prédécesseurs de François, pas uniquement Benoît XVI, mais qui renvoie aussi, c'est le rouge impérial, c'est la couleur qui traduit ce moment où l'Empire romain s'effondre et trouve une continuité dans l'Église catholique. Et du coup, la question tout de suite, c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire, Léon, en reportant ce rouge? Est-ce qu'il a juste été obéissant avec le chargé des penderies qui lui a proposé ça? Est-ce qu'il a voulu montrer une rupture avec François? Est-ce que ce serait une rupture que de style et de ton, ou est-ce que c'est une rupture de fond? Ou au contraire, est-ce qu'il a voulu finalement dire que eh bien, la dimension un peu prophétique de son prédécesseur, elle était à respecter aussi dans sa singularité, et qu'aujourd'hui on allait revenir calmement à une forme traditionnelle, mais aussi pour respecter cette singularité? Tout ça, c'est que des hypothèses, mais même encore aujourd'hui à ce stade, en fait. Une grande rupture de fond entre Léon et François, on peut pas le dire. Il y a des différences quand même. Il y a des différences, mais, mais voilà, j'ai trouvé que ça c'était intéressant. C'était intéressant que le pape change de visage, mais il changeait aussi de voix. Léon, il parle avec une voix beaucoup plus ample. Il y avait de l'émotion tout de suite. C'est quelque chose qu'on retrouve par la suite. Et puis il y avait tout de suite ces mots-clés: la paix, désarmée, désarmante. À la fois, c'était des mots-clés, mais aussi des mots codés. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas fini d'essayer de faire un peu l'exégèse de cette paix désarmée et désarmante. Alors la paix désarmée et désarmante, ça veut dire quoi? Ça se fabrique comment? C'est fait par qui? Etc., etc. Alors il continue de nous en donner des clés. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez fantastique que François meurt. Donc c'est une grammaire qui meurt aussi. Oui, tout à fait. Il y en a une nouvelle pendant ce temps où, à un moment donné, cette métaphore, elle n'est pas terrible, mais c'est la seule que j'ai trouvée. C'est comme si le capot de la voiture s'ouvrait et on a l'impression qu'on pouvait mieux voir comment fonctionne le Vatican. Et puis après, on a une nouvelle grammaire qui arrive avec des nouveaux signes à interpréter. Voilà. Et ce qui me marque beaucoup, c'est que la sensation que j'ai, c'est que c'est en fait un grand jeu à ciel ouvert. J'ai l'impression que l'essentiel, en fait, est beaucoup moins caché qu'on le pense. Voilà. Et il y a aussi dans ce livre une volonté de démystification, ce qui me semble être en partie mon métier. Et peut-être pour terminer, il y a quand même, j'ai senti après, dans cet ouvrage qui est vraiment très dense et qui vraiment permet de redécouvrir finalement l'Église à l'aune de votre expérience romaine, d'être au cœur du réacteur, de comprendre aussi cette incarnation très profonde, cet attachement très profond qu'ont les Romains et les Italiens avec l'Église catholique et le Vatican et le pape. C'est que finalement, il y a une dimension qui apparaît à la toute fin du livre qui est quand même, vous mentionnez l'Esprit Saint. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui se passe dans ce grand moment
finalement qui fait advenir Léon XIV? Alors, l'Esprit Saint, déjà, j'en parle comme d'un problème journalistique. L'Esprit Saint est une réalité problématique pour un journaliste, parce qu'il y a deux écueils journalistiques vis-à-vis de l'Esprit Saint. Le premier, qui est celui, je vais être honnête, dans lequel je me place généralement dans mes articles, c'est qu'en fait, bon, on n'en parle pas, parce qu'on ne sait pas très bien comment en parler, donc on fait comme s'il n'était pas là. Là, c'est un peu clair quand même. Voilà. Et de l'autre côté, alors on peut quand même laisser quelques. On ouvre les guillemets et puis les cardinaux nous parlent quand même de temps en temps de l'Esprit Saint, on le laisse, mais on ne sait pas très bien quoi en faire. Et de l'autre côté, on fait de l'apologétique et on dit, bon, ou alors on dit, c'est l'Esprit Saint qui choisit. Et en fait, on a un peu deux caricatures. C'est-à-dire, d'un côté, c'est politique et uniquement politique, et on fait comme si le conclave, c'était un conseil d'administration de l'ONU où on élit, voilà. Et de l'autre côté, de toute façon, tout ça n'a aucun sens, puisque c'est l'Esprit Saint. Alors, dans les deux cas, ça ne va pas, puisque si l'Église considérait que l'Esprit Saint décidait seul, sans le concours de l'homme, ce qui déjà me semble être une vision fausse de l'Esprit Saint, une vision magique de l'Esprit Saint. Dans ce cas-là, il suffirait de mettre les noms de tout le monde dans un chapeau, on jetterait tout ça en l'air, et puis celui qui atterrit dans le cercle, on dirait que c'est l'Esprit Saint qui l'a poussé, et puis voilà. C'est pas ça que l'Église fait. L'Église, elle assume un processus politique, mais qui est en plus matriciel. C'est-à-dire que quand dans les mairies, on va mettre notre bulletin dans l'urne, posé sur une table, ben c'est en quelque sorte un héritage du rituel que l'on peut voir dans la chapelle Sixtine. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé d'affronter un peu ce problème, et donc j'ai essayé d'imaginer une bonne dizaine, une petite dizaine, je crois, d'hypothèses sur quelle est l'influence en fait que peut avoir l'Esprit Saint lors d'un conclave, en le faisant avec les outils sociologiques, parce que c'est ma formation à la base. Parce que, en fait, l'Esprit Saint, qu'on y croit ou pas, qu'on soit croyant ou pas, il existe pour ceux qui sont rentrés dans la chapelle Sixtine au son de Veni Creator et en arrivant devant cette fresque du jugement de dernier, ce qui doit être quand même assez saisissant quand on a la foi. Et du coup, cette croyance qu'il partage est une croyance structurante qui crée sa propre réalité. Je convoque dans le livre Henri Desroches, qui est un sociologue qui avait tenté une sociologie de l'espérance et qui prenait la métaphore d'une corde de fakir, en disant mais c'est une corde à laquelle toute une communauté s'accroche et qui semble suspendue à rien. Alors rien de visible en tout cas, mais en fait la communauté s'y accroche. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est au-delà de la réalité ou non de l'Esprit Saint dont on peut discuter, en tout cas que l'on soit croyant ou non croyant, et puis après encore faut-il comprendre exactement ce que c'est, ce que ça recouvre, eh bien ça existe pour les gens qui sont là. L'un des effets par exemple, je ne vais pas les multiplier, mais c'est que je crois que le fait de croire que l'Esprit Saint intervient lors d'un conclave, ça fait que les cardinaux, lorsqu'ils changent entre un vote et un autre, eh bien de nom, lorsqu'ils abandonnent un nom pour aller vers un autre nom, eh bien ils le vivent moins comme un renoncement, un déchirement, que bien comme une sorte de discernement collectif. Voilà. Et c'est ce qui me fait dire que élire un pape, pour moi, c'est pas, en tout cas de ce que j'ai vu pendant ce conclave, c'est pas trancher entre des lignes partisanes et des idéologies, c'est plutôt réfléchir collectivement à qui sera le meilleur pour tenir tout ça ensemble. Merci beaucoup. Merci Michael Merci. pour ce très bel échange et qui donne tellement envie de lire votre livre. Je vous invite maintenant à aller en librairie. Vous allez nous partager vos grands coups de cœur en lecture et vos grands souvenirs d'enfance aussi. Avec plaisir. Alors Michael, vous allez nous parler de votre grand livre, vos grands souvenirs d'enfance. Quel est-il ? Alors, l'un des grands souvenirs d'enfance, c'est les aventures d'Oliver Twist de Dickens. Ouais. Parce que il y a évidemment enfin, on vit l'aventure, on vit l'aventure comme le personnage, mais surtout il y a déjà quelque chose qui dans l'écriture m'a marqué dans la construction narrative, parce que
Je ne sais pas si d'autres personnes que Dickens savent aussi bien faire vivre un réseau aussi grand de personnages. On a l'impression qu'il n'y a que des personnages principaux. Et du coup, j'ai vraiment ce souvenir d'enfance de passer d'une vie à l'autre, comme si en tournant les pages, je pouvais m'identifier à plein de gens différents, etc. Alors, au moment où je le lisais, je ne me rendais pas compte que c'était euh, non seulement hyper difficile à faire, mais quasiment impossible à faire comme ça. Voilà. Alors Barthes, c'est votre classique. Oui, alors mythologie, ça aurait pu être tout Barthes en fait, hein. Mm. Mais je crois que l'idée tout simple, l'idée et puis en plus dans mythologie montrer de manière extrêmement pédagogique que tout peut faire sens, y compris des choses qu'on pourrait, comme une voiture ou le catch, très vite dévaloriser et se dire que, eh bien en fait que ça ne nous raconte rien. Eh bien en fait si, voilà. Et dans Géopolitique d'un conclave, j'ai essayé d'adopter un petit peu ce regard. Oui, oui. Voilà. De parfois essayer de forcer l'étonnement, de le surjouer pour essayer de. Avec le risque de la surinterprétation aussi, Bien sûr. dont Barthes parle pas mal, Mais qui rend la lecture aussi de votre livre Géopolitique d'un conclave très intéressante aussi. Ah ouais, en tout cas, c'est l'une des sources d'inspiration. Ouais. C'est votre donc livre de chevet, Jean Giono. L'homme qui plantait des arbres, alors c'est un tout petit livre, hein, c'est une toute petite nouvelle, mais qui est vraiment très belle parce qu'il y a tout un contexte qui n'est pas explicité, mais qui est un contexte lourd que l'on ressent. Et puis, donc c'est l'histoire tout simplement d'un homme qui replante toute une montagne. Et ça m'a toujours, c'est très évocateur de ma famille. J'ai une famille d'agriculteurs. Voilà, ça m'a toujours. Je trouve qu'il dit comme peut-être personne la beauté d'un acte qu'on peut voir comme anodin, qui est celui de planter, et il le replace dans quelque chose de plus large que simplement le végétal, avec aussi une connexion et finalement une réflexion sur la place de l'humain là-dedans. Enfin voilà, je trouve que c'est moins une vraie histoire qu'une sorte d'image en quelques pages, mais qui du coup dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut, on peut l'habiter d'histoire. Voilà. C'est pour ça que c'est un très bon livre de chevet. Alors votre livre, votre prochaine lecture? Alors ça sera Poussière dans le vent de Leonardo Padura. Qui est un auteur de La Havane et qui fait du polar et qui à travers le polar en fait eh ben, explore cette société cubaine et la fait comprendre comme jamais. Il fait un polar qui est ni psychologique ni je sais pas quoi, qui est vraiment un polar sociologique dans lequel son inspecteur erre, et c'est vraiment des livres qui font entrer vraiment, mais de l'intérieur, de manière intime, dans la société cubaine. Après, quand on a la chance d'aller à La Havane, en fait, on voit des choses que Padura nous a fait percevoir et qu'on ne verrait jamais si on n'avait pas lu ses livres. À votre avis, que peut la littérature dans nos vies? Ben, je crois qu'elle peut dire le réel. Elle peut dire le réel de manière simple et profonde. Et ça a l'air, ça a peut-être l'air de rien comme réponse, mais je crois que c'est toujours un enjeu. C'est un enjeu de vérité, c'est un enjeu de trouver les bons mots, de les peser. Dire le réel, ça peut être violent, ça peut être oppressant, et en fait, bien le dire, c'est un enjeu absolument colossal, je crois. Merci beaucoup, Mickaël. Avec Merci plaisir. pour cette rencontre. Avec plaisir.